1954, les accords de Genève mettaient provisoirement fin à la tragique guerre d'Indochine qui en était à sa 8e année. Le Sud-Vietnam était attribué aux nationalistes. Le Nord revenait au gouvernement communiste du Viet Minh. Cependant, une zone maritime y resterait libre pendant 300 jours jusqu'en mai 1955 pour permettre le réembarquement de l'armée franco-vietnamienne. Le rideau de fer était alors essentiellement une borne kilométrique de la route Hanoï-Haiphong. En fait, c'était un no man's land de 3 km d'épaisseur, Viet Minh d'un côté, Français de l'autre, de sorte que ce que nous voyons ici, c'est plus exactement la porte de la liberté. De gardiens vietnamiens au rideau, le gouvernement nationaliste ayant refusé de reconnaître des accords qui consacraient la coupure du pays en deux. Du moins pas de Vietnamiens visibles, car dissimulés sous une tente, quelques fonctionnaires nationalistes accueillent ceux qui passent. Nous sommes en février 1955, plus que tout, la liberté. Pour elle, dans la froide grisaille de l'hiver tonkinois, un peuple entier s'est dirigé vers les chemins de la mer. Depuis Haiphong, des voitures viennent chaque jour au-devant des fugitifs. En attendant l'heure du départ, certains joueurs enragés, sitôt la clé de la liberté en poche, risquent les quelques bonnes piastres qu'ils ont pu arracher à la vigilance des gabelous Viet Minh. Deux fois par jour, la petite station symbolique du rideau de fer s'anime au passage du train de la liberté. On pourrait tout aussi bien l'appeler le train du trafic, car là où se trouve un rideau, se trouve également la possibilité de réaliser des affaires, à ses risques et périls, il est vrai. C'est ce qui explique que le train est presque aussi bondé dans un sens que dans l'autre. Le train de la liberté entre en gare de Haiphong. Les risques tout repasseront le rideau demain et tenteront de fructueuses transactions le plus longtemps possible. Mais pour beaucoup d'autres, c'est le dernier voyage. Un malheur. Ceux pour lesquels le destin est le même, d'un côté comme de l'autre du rideau. Mais on n'atteint pas seulement Haiphong par la terre. La corvette La Gracieuse s'évanouit dans le brouillard blanc du février tonkinois. Quelle est cette jonque fantôme? Fugitif? Chasseur de fugitifs? Ou simple pêcheur? Ces documents ont bouleversé l'opinion. Sur le banc de sable de Trali que la mer commence à recouvrir, plus de 2000 personnes implorent, somment le ciel de les sauver et le salut viendra. Ces invraisemblables embarcations faites de planches ficelées de fibres de bambou. Cette nuit où une de nos unités fut accostée par une petite jonque chargée à couler de 160 fugitifs. Cette corvette qui traîne sa chasse de la journée. Un nom demeurera attaché à cette dramatique épopée, celui de l'amiral Kerville dont les vaisseaux ont sauvé de la mer plus de 30 000 fugitifs. Le grand port du Nord-Vietnam, entièrement conquis sur la vase, est en train d'agoniser comme l'a fait la capitale Hanoï 6 mois auparavant. Le trafic des artères est déjà comateux. Tout sent le départ. Les gosses ont vite fait de prendre possession de cet espace nouveau, les vitrines vides. Sur les trottoirs déferlent les objets les plus inattendus. Les petits métiers, chers aux villes d'Extrême-Orient, vivent leurs derniers jours.
ils n'intéressent pas le régime populaire. Les nationalistes ont couvert les murs de slogans et d'affiches qui sont autant d'invitations au voyage. Les réfugiés qui arrivent à Haïphong à la cadence de 1000 à 2000 par jour sont parqués dans d'immenses camps montés avec les guitounes de l'armée. Et les cloîtres de la mission en sont tout pavoisés. On trouve de tout dans ces camps, des riches, mais surtout des pauvres. Des riches et des pauvres. On tue le temps comme on peut, en attendant. Il y a des as qui, fendant, l'ont une canne à sucre d'un seul coup de coupe-coupe. Chaque jour, des camions passent dans les camps, emmenant 100, 200 réfugiés. Ceux-ci seront à Saïgon dans 4 heures. Seuls les enfants ont le sourire. Un grand voyage, un baptême de l'air, c'est une aventure, et les enfants n'ont jamais boudé l'aventure. Mais une fois ou deux par semaine, une centaine de camions et plus font d'un seul coup le vide dans les camps. La marine française se charge du transport depuis Haïphong, dont le port envasé ne peut recevoir les très gros vaisseaux, jusqu'aux eaux profondes de la baie de Halong. Et comme ce sont les Américains qui se chargent du reste du voyage, il faut en passer de bonne grâce par certains rites. La femme de l'amiral Terville est elle aussi de tous les départs et dirige avec entrain l'équipe sociale. Les lourdes portes se sont refermées sur les 1500 réfugiés entassés dans la vaste cuvette. Le LSM s'éloigne, tandis que 3 autres vont venir successivement faire le plein. Déjà, on ne touche plus à la terre. Cette côte basse, ces maisons qui défilent, c'est le pays qui s'en va. Au milieu des fantasmagories de la baie de Halong, le grand transport de troupes USNS Marine Serpent est apparu. Attention à l'abordage.
Et maintenant, transvasement des LSM dans le grand transport. L'opération prendra toute la journée. Des gens de toutes conditions et de tous âges. Pratique, artiste, pendant qu'il fait son plat de chair humaine par un flanc, le Marine Serpent a été accosté à l'autre flanc par un cargo ravitailleur et se remplit de nourriture pour faire subsister ses 6000 passagers. Tandis que de surcroît, les pêcheurs de la baie viennent également proposer leurs plus belles prises. Tout est paré. Un pâle rayon a tout de même percé un instant l'épais manteau de la brume hivernale, comme si la baie voulait se faire plus belle et sourire une dernière fois à ceux qui vont partir. Le lendemain matin, un soleil aveuglant s'est levé et l'extraordinaire navire vogue vers le midi, avec son équipage de ricains disparates, hauts en couleur, chahuteurs, sympathiques. Avec son équipe française de liaison, ses aumôniers, ses assistants sociaux, et sa foule, répandue dans les moindres recoins des dortoirs et des ponts, et même des escaliers. Et chacun se retrouve tel qu'en lui-même, nos enragés joueurs. Pour ceux-ci, le trésor qu'on emporte en exil, ce sont ces humbles images saintes, hâtivement décrochées du mur de la maison natale au moment du départ. Cette foule n'est pas uniquement vietnamienne. Voici des Nung, population de la frontière sino-tonkinoise. Et ceux-ci, ce sont des Man, tribus des montagnes du Tonkin, chez qui semble-t-il rien n'a dû changer depuis des siècles. Ils s'en vont eux aussi. Il y en a plusieurs centaines à bord. Ça n'est pas une mince affaire de distribuer équitablement la pitance à une telle multitude répandue en un aussi parfait désordre. Un heureux événement. À chaque traversée, il y a plusieurs naissances. C'est gentil. Le soir, bien des familles prient en commun, comme à la maison. Puis chacun s'organise pour la deuxième nuit.
Le lendemain matin, le cap Saint-Jacques est en vue. Le navire remonte alors pendant 4 heures les méandres de la rivière de Saigon. Le grand voyage hebdomadaire du Marine Serpent est terminé.